La salle de réunion était silencieuse, à l'exception du léger ronronnement de la climatisation. La lumière du soleil filtrait à travers les baies vitrées, illuminant l'horizon de Lyon. La ville s'étendait en contrebas. Une carte d'acier et d'ambition. Je me tenais au bout d'une longue table en chêne poli. La voix assurée. Tandis que je concluais ma présentation. En réallouant le capital initial pour sécuriser d'abord le secteur de la confluence. Nous maximisons non seulement notre retour sur investissement immédiat, mais nous établissons également une présence dominante sur le marché avant que nos concurrents ne puissent réagir. Mes mots étaient solides, confiants. Ils m'appartenaient. Monsieur Julien Moreau, le PDG, était assis à l'autre bout de la table. Il se pencha en arrière dans son fauteuil en cuir. Un léger sourire approbateur sur le visage. Excellent travail, Élise, dit-il de sa voix grave. Concis, stratégique et agressif. J'aime ça. Une vague de satisfaction tranquille m'envahit. J'hochai légèrement la tête, rassemblant mes notes. Ce faisant, mon regard dériva au-delà de la salle, vers le couloir. Et c'est là que je l'ai vu. Marc. Il était là. Les épaules affaissées. Son costume semblant une taille trop grande pour sa silhouette fatiguée. Il n'était plus l'homme que j'avais connu. Il était un fantôme. Hantant un monde auquel il n'appartenait plus. Ses yeux croisèrent les miens à travers la vitre. Il n'y avait ni colère dans son regard, ni ressentiment. Juste une douleur profonde et creuse que je ne connaissais que trop bien. C'était le regard d'un homme qui avait tout perdu et qui savait exactement pourquoi. Je soutins son regard un instant. Mon expression calme. Mon cœur stable. Puis je me retournai vers la table. Vers ma nouvelle vie. Mais tout cela se passait dans un autre monde. Une autre vie. Avant les murs de verre et les tailleurs pantalons, il n'y avait que la terre douce et humide de Valfleury. Un an plus tôt, mon monde était petit. Et je le pensais parfait. Il était contenu dans l'étreinte verte des montagnes du Massif central. Il sentait les aiguilles de pin après une pluie d'été et la terre riche de mon potager. Mon univers tournait autour d'une petite maison blanche avec une balancelle sur le porche. Le doux murmure du ruisseau qui donnait son nom à notre village. Et le son du rire de ma fille de 6 ans. Maman. Regarde. Celle-ci est toute rouge. Cria Léa. Brandissant une tomate mûre comme un rubis précieux. Son visage, barbouillé de terre, était rayonnant. Je souris, essuyant une perle de sueur de mon front avec le dos de ma main. Elle est magnifique. Ma chérie. Tout comme toi. Allons en chercher quelques-unes de plus pour la sauce de ce soir. Notre vie était simple, tissée de fils de routine et d'amour. Pendant que mon mari, Marc, travaillait en ville, Léa et moi faisions battre le cœur de notre foyer. Marc était chef de projet pour une grande entreprise de construction à Lyon. Il était intelligent et travailleur. Un homme d'un petit village qui se faisait un nom dans une grande ville. Il était notre héros. Le pourvoyeur qui nous construisait un avenir à 4 heures de route. Ce soir-là, alors que les lucioles commençaient à danser dans le crépuscule, le téléphone sonna. C'était Marc. Sa voix, d'habitude un réconfort chaleureux, semblait lasse. Salut. Toi. Dis-je doucement, sortant sur le porche. Léa était à l'intérieur, dessinant joyeusement à la table de la cuisine. Salut. Élise. Soupira Théil. Longue journée. Tu travailles trop. Marc. Tu as besoin de te reposer. Il resta silencieux un moment. Je pouvais l'imaginer. Se frottant la nuque,
Comme il le faisait toujours quand il était stressé. Je ne peux pas, dit-il finalement. J'étais avec Chloé aujourd'hui. Je l'ai aidé à régler encore des papiers de David. Elle est anéantie. Chloé. Le nom flottait dans l'air entre nous. Une présence constante et triste dans nos vies. David avait été le meilleur ami de Marc. Son collègue. 1 an plus tôt, il y avait eu un terrible accident sur un chantier. Un échafaudage s'était effondré. David avait poussé Marc pour le sauver. Il est sans sa propre vie. La culpabilité rongeait Marc depuis lors. Comment va-t-elle ? Demandai-je. Ma voix remplie d'une sympathie sincère. Je ne l'avais jamais rencontrée. Mais je compatissais. Une jeune veuve avec un fils de 7 ans. Mathis. Elle essaie d'être forte. Mais elle est juste. Perdue ? Dit Marc. Elle ne sait rien gérer. L'argent de l'assurance. Les factures. La maison. Elle regarde un formulaire et se met à pleurer. J'ai dû promettre à David que je veillerais sur elle et Mathis. Je ne peux pas briser cette promesse. Élise. Je ne peux tout simplement pas. Je sais que tu ne peux pas. Le rassurai-je. Tu es un homme bon. Marc. Le meilleur que je connaisse. Et je le pensais. Sa loyauté. Son sens du devoir. C'était en partie pourquoi je l'aimais. C'était ce qui faisait de lui mon Marc. L'entreprise m'a donné le nouvel appartement. Continua-t-il. Changeant de sujet. Il est bien. 2 chambres. Mais il n'est toujours pas assez grand pour nous tous en ce moment. Chloé et Mathis restent avec moi. Le garçon vit mal la mort de son père. Et Chloé. Elle ne peut pas être seule. Une douleur familière s'installa dans ma poitrine. 4 ans qu'il était à Lyon. À gravir les échelons. 4 ans que j'attendais. J'attendais la promotion. J'attendais la maison plus grande. J'attendais le jour où il nous ferait enfin venir avec lui. Je sais. Marc. Dis-je. Forçant un ton joyeux. Nous serons bientôt là. Tu manques terriblement à Léa. Vous me manquez aussi. Plus que tu ne l'imagines. Dit-il. La voix chargée d'émotion. J'ai mis tous mes virements automatiques sur ce nouveau compte joint que j'ai ouvert pour nous. Tout ce que je gagne va dessus. Comme ça. Quand toi et Léa viendrez, nous aurons un joli pécule pour commencer. Juste. Donne-moi encore un peu de temps. Chloé a besoin de moi en ce moment. Nous avons le temps. Murmurai-je. Regardant les premières étoiles apparaître dans le ciel qui s'assombrissait. Nous serons là. Je raccrochai le cœur lourd. Mais ma foi en lui était inébranlable. Mon Marc avait un cœur trop grand pour son propre bien. Il portait le poids de la mort de son ami et la responsabilité d'une promesse. Mon rôle était d'être son ancre. De garder notre foyer sûr et chaleureux jusqu'à ce qu'il puisse enfin y revenir. Les semaines suivantes passèrent dans un flou de chaleur de fin d'été. Le ruisseau était à son plus bas. Et l'air devint lourd et épais. Sur la vieille radio de la cuisine, les bulletins météo commencèrent à parler d'un système orageux se déplaçant du sud. Forte pluie attendue, psalmodiait le présentateur. Des alertes aux crues soudaines sont en vigueur pour les zones de basse altitude. Je n'y prêtais pas beaucoup d'attention. Nous étions habitués aux orages d'été dans les montagnes. Ils étaient violents mais brefs. Mais celui-ci était différent. Il commença par une bruine qui se transforma rapidement en un déluge incessant. Le ciel prit une couleur gris-violet contusionné. Et le vent hurla à travers les pins. Cette nuit-là, Léa se mit à tousser. Une petite toux sèche au début. Je lui donnai du miel et du citron et la couchai, pensant que c'était un simple rhume d'été.
Au matin, la pluie était un vacarme assourdissant. Le ruisseau, habituellement un doux cours d'eau, était devenu un torrent de boue déchaînée. Il sortait de son lit, engloutissant les fleurs sauvages et se rapprochant de plus en plus de notre petit jardin. La toux de Léa avait empiré. C'était un son rauque, aboyant, qui déchirait sa petite poitrine. Son front brûlait de fièvre. La panique, froide et vive, commença à poindre aux confins de mon calme. J'essayai d'appeler le médecin du village, mais la ligne téléphonique était coupée. Le courant vacilla, puis s'éteignit complètement, plongeant la maison dans une pénombre lugubre. Maman, siffla Léa depuis le canapé, où je l'avais enveloppée dans toutes les couvertures que nous possédions. J'arrive pas à bien respirer. Je la regardais vraiment, et mon sang se glaça. Ses petites lèvres avaient une teinte bleutée, et sa poitrine se soulevait avec effort. Un terrible râle provenant du plus profond d'elle. Ce n'était pas un rhume. C'était autre chose. Quelque chose de dangereux. L'eau s'infiltrait maintenant sous la porte d'entrée, formant des flaques sur le plancher en bois. La route pour sortir du village serait inondée. Nous étions piégés. Mon esprit s'emballa, cherchant une solution. L'hôpital. Je devais l'emmener dans un vrai hôpital. Celui du département voisin était petit. Mais le grand, le bon, était à Clermont-Ferrand, à plus d'1 heure de route. Non. Lyon. Lyon avait les meilleurs hôpitaux. Et à Lyon, il y avait Marc. Je devais rejoindre Marc. La pluie se calma enfin en fin d'après-midi, laissant derrière elle un monde de boue et de débris. Le ruisseau se retirait, mais la route était un désastre. Mon vieux pick-up, cependant, était fait pour ça. C'était une machine robuste et têtue, tout comme les gens qui les conduisaient dans ces montagnes. Je fis un petit sac, emmitouflai une Léa fiévreuse sur le siège passager, et démarrai le moteur. Le trajet fut un cauchemar. Je naviguais entre les routes défoncées et les arbres tombés, les jointures de mes doigts blanches sur le volant, mes yeux se portant constamment sur ma fille. Sa respiration était superficielle, un sifflement terrifiant à chaque expiration. Nous arrivâmes à l'hôpital départemental juste après la tombée de la nuit. Les urgences étaient chaotiques, remplies de gens blessés par l'orage. Un médecin à l'air fatigué jeta un coup d'œil à Léa et son visage devint sombre. « C'est le VRS ?» dit-il, après avoir écouté ses poumons. Le virus respiratoire syncytial. Il frappe durement les enfants cette année. Son taux d'oxygène est dangereusement bas. Nous n'avons pas de service de réanimation pédiatrique ici. Elle doit être transférée immédiatement dans un établissement plus grand. Un avec un respirateur? Au cas où. Lyon. Dis-je. La voix tremblante. Pouvez-vous l'emmener dans un hôpital à Lyon? Il hocha la tête. Nous pouvons organiser une ambulance. Mais vous devez gérer l'admission et l'assurance. Ça va coûter cher. Cher. Le mot résonna dans ma tête. Mais pour la première fois depuis des jours, une lueur de soulagement perça la peur. L'argent. Le compte joint que Marc avait ouvert. Il économisait depuis 4 ans. Bien sûr qu'il y en aurait assez. Il me l'avait dit lui-même. Pendant qu'il préparait Léa pour le transfert, je trouvai le bureau des admissions de l'hôpital. Je tendis à l'employé la carte bancaire que Marc m'avait envoyée il y a des mois. Je dois verser un acompte pour ma fille. Léa. Dis-je. Ma voix plus stable maintenant. Je ne suis pas sûre de combien il vous faut. Mais prenez ce qu'il faut pour l'instant.
L'employé, une femme aux yeux bienveillants, passa la carte. Elle fronça les sourcils. Elle la repassa. Je suis désolée. Madame, dit-elle doucement. La transaction a été refusée. Refusée? Répétai-je. Confuse. Ce n'est pas possible. Réessayez. C'est un nouveau compte? Peut-être qu'il y a un bug. Elle essaya une troisième fois. Même résultat. Il est indiqué fonds insuffisant. Fonds insuffisant? Je ris. Un son rauque et sans humour. C'est impossible. Le salaire de mon mari des 4 dernières années a été versé sur ce compte. Il doit y avoir des dizaines de milliers d'euros dessus. Son expression était pleine de pitié. Je peux vérifier le solde pour vous? Si vous voulez. Oui. S'il vous plaît. Dis-je. Mon cœur commençant à marteler contre mes côtes. Elle tapa un instant. Les yeux sur l'écran. Quand elle me regarda à nouveau, ses yeux bienveillants étaient remplis de chagrin. Madame, dit-elle. Sa voix à peine un murmure. Le solde actuel est de 117 euros. Le monde bascula. Les lumières fluorescentes du bureau semblèrent s'assombrir. Et la voix de la femme s'estompa en un rugissement sourd. 117 euros. Pas 10 000. Pas 5 000. 117. Le nombre était une insulte. Une blague. Un mensonge. Mon esprit refusait de l'accepter. C'était une erreur. Une erreur de la banque. Marc allait arranger ça. Je sortis du bureau en titubant. Sortant mon téléphone. Je composai son numéro. Mes mains tremblant si fort que je pouvais à peine appuyer sur l'écran. Une sonnerie. 2. 3. Puis la messagerie vocale. Bonjour. Vous êtes bien sur le répondeur de Marc. Laissez un message. J'essayai à nouveau. Messagerie. Et encore. Messagerie. Un ambulancier s'approcha de moi. Madame. Nous sommes prêts à transporter votre fille. Je le regardai. Puis mon téléphone. L'écran vide qui représentait mon espoir anéanti. Le mensonge n'était pas celui de la banque. Le mensonge était le sien. Et alors que les portes de l'ambulance se fermaient, avec ma fille luttant pour chaque souffle à l'intérieur, je sus que j'étais complètement, terrifiantement seule. La promesse d'un pécule, la sécurité de notre avenir, tout cela n'était que fumée. Il n'y avait pas de filet de sécurité. Il n'y avait que moi. Les vêtements boueux que je portais. Et 117 euros à mon nom. Le trajet en ambulance jusqu'à Lyon fut un flou de lumière clignotante et du sifflement rythmé de la machine à oxygène qui maintenait ma fille en vie. J'étais blottie dans un coin. La petite main de Léa perdue dans la mienne. Mon téléphone serré dans l'autre. J'ai dû appeler Marc 20 fois. Chaque appel était une prière désespérée envoyée dans la nuit silencieuse et indifférente. Chaque fois. Son message vocal enjoué était comme une gifle. Nous sommes arrivés à l'hôpital femme-mère-enfant juste avant l'aube. C'était un autre monde que la petite clinique de campagne. Un bâtiment imposant de verre et d'acier. Étincelant et stérile. Ils emmenèrent rapidement Léa à l'unité de soins intensifs pédiatriques. Un lieu d'efficacité feutré et de bip constant et doux des machines. Une infirmière bienveillante m'expliqua qu'il mettait Léa dans une tente à oxygène spéciale et que le médecin viendrait me parler bientôt. Je fus laissée seule dans une petite salle d'attente aseptisée. Le silence était assourdissant. La panique qui avait été un feu rugissant en moi s'était consumée pour laisser place à une terreur froide et dure. Où était-il? Même si le compte était vide. Pourquoi ne répondait-il pas à son téléphone?
Qu'est-ce qui pouvait être plus important que la vie de sa fille? Avec des doigts tremblants, je vendis la dernière chose de valeur qu'il me restait, le médaillon en or de ma grand-mère, celui que j'avais prévu de donner à Léa pour son 16e anniversaire. Je le fis en ligne, via une application de prêteur sur gage, pour une fraction de sa valeur. C'était assez pour couvrir l'acompte initial pour l'hôpital. C'était une transaction déchirante, coupant un lien avec mon passé pour acheter quelques heures de plus pour l'avenir de ma fille. Enfin, alors que le soleil commençait à projeter de longues ombres sur la ville, mon téléphone vibra. C'était Marc. Je répondis à la première sonnerie. Un torrent de mots frénétiques jaillissant de moi. Marc. C'est Léa. Elle est malade? Elle a le VRS? Nous sommes à Lyon à l'hôpital pour enfants? Elle est en soins intensifs et le compte? Marc. Le compte est vide. Il n'y a pas d'argent. Doucement. Doucement. Élise coupa sa voix, pâteuse de sommeil. Il avait l'air groggy. Agacé. De quoi tu parles? Quel hôpital? L'hôpital femme-mère-enfant. Elle ne pouvait plus respirer? Marc. Les inondations. Le médecin a dit que c'était grave. J'ai essayé d'utiliser la carte que tu m'as donnée et ils ont dit qu'il n'y avait que 100 € dessus. Où est l'argent? Il y eut une longue pause. J'entendais du bruissement à l'autre bout du fil. Le son de drap. Puis une autre voix. Une voix de femme. Douce et endormie. Marc? Qu'est-ce qui ne va pas? Mon sang se glaça. C'était Chloé. Rien. Rendors-toi. Marmonna Marc. Sa voix étouffée. Il me parla à nouveau. Son ton maintenant sec. Défensif. Écoute. Je ne sais pas ce qui se passe avec le compte. Ça doit être une erreur de la banque. Je vais régler ça. Où es-tu? J'arrive. Il ne demanda pas comment allait Léa. Il ne demanda pas si j'allais bien. Sa première réaction fut de se défendre. De dévier. Le son endormi de la voix de Chloé était un pieu dans mon cœur. Il n'était pas dans son propre appartement. Il était avec elle. 1 heure plus tard, il entra dans la salle d'attente. Il avait l'air débraillé, portant les vêtements de la veille. Il empestait l'eau de Cologne éventée et autre chose. Un parfum de femme. Élise. Commença-t-il. Ses yeux évitant les miens. Comment va-t-elle? Elle se bat. Dis-je. Ma voix plate. Dépourvue de l'émotion que je ressentais. Les médecins font tout ce qu'ils peuvent. Bien. C'est bien. Dit-il. Passant une main dans ses cheveux en désordre. À propos de l'argent. Écoute. Chloé a traversé une période très difficile. Vraiment très difficile. Elle a eu des dépenses imprévues avec l'école de Mathis et des réparations sur la voiture de David. Je lui ai dit qu'elle pouvait utiliser le compte si elle en avait besoin. Je suppose qu'elle en avait plus besoin que je ne le pensais. J'allais te le dire. L'excuse était si fragile. Si pathétique. Qu'elle en était presque risible. Elle avait tout utilisé? Toutes nos économies de 4 ans? Pour des frais de scolarité et des réparations de voiture? Tu l'as laissé utiliser les économies de notre famille? Demandai-je. Ma voix dangereusement calme. Ce n'est pas comme ça. Insista-t-il. Sa voix s'élevant. Je devais ça à David. Je lui dois ça. Tu ne comprends pas la culpabilité avec laquelle je vis chaque jour? Élise. Elle est toute seule. Elle n'a personne. Elle t'a. Apparemment. Répliquai-je.
Le barrage de mon sang-froid se brisant enfin. Elle t'avait dans son lit ce matin pendant que ta fille luttait pour sa vie et que ta femme était bloquée sans argent. Son visage pâlit. Ce n'est pas ce que tu penses. Ah non? Je me levai. L'épuisement et la peur des dernières 48 heures se fondant en une rage froide et dure. Où étais-tu? Marc? Où étais-tu quand je t'appelais encore et encore? Était-ce si important de réconforter une veuve éplorée que tu ne pouvais pas répondre au téléphone pour ta femme? Pour ton enfant? Avant qu'il ne puisse répondre, une femme apparut dans l'embrasure de la porte de la salle d'attente. C'était Chloé. Elle était belle. D'une manière fragile et élégante. Ses cheveux blonds étaient parfaitement coiffés. Son maquillage impeccable malgré l'heure matinale. Elle portait un trench coat coûteux par-dessus un pyjama en soie. On aurait dit qu'elle sortait d'un magazine. Pas d'une salle d'attente d'hôpital. Elle se précipita aux côtés de Marc. Les yeux écarquillés avec un air de préoccupation étudiée. Oh! Marc! Je suis venue dès que j'ai appris. Je suis tellement désolée, dit-elle. Sa voix un murmure doux et tremblant. Elle se tourna vers moi. Les larmes montant à ses yeux. Élise. Je suis terriblement désolée. Tout est de ma faute. L'argent. J'étais tellement dépassée. J'ai vu les factures. Et j'ai paniqué. Je n'ai jamais voulu en prendre autant. Je ne savais pas. C'était une actrice magistrale. Chaque mot. Chaque geste était parfaitement calculé pour la dépeindre comme la victime tragique et impuissante. Elle s'accrochait au bras de Marc, le regardant comme s'il était son sauveur. Et Marc, mon mari, tomba complètement dans le panneau. Il passa son bras autour d'elle, la serrant contre lui. Ce n'est pas ta faute, Chloé, dit-il, me foudroyant du regard par-dessus sa tête. C'était une urgence. Tu as fait ce que tu devais faire. Il la réconfortait. Pendant que notre fille gisait dans un lit de soins intensifs à quelques mètres de là. Il réconfortait la femme qui avait dépensé tout notre argent. Je regardais son visage. Puis le sien. Et pour la première fois, je les vis clairement. Il ne s'agissait pas d'une promesse. Il ne s'agissait pas de culpabilité. C'était autre chose. C'était une trahison si profonde et si complète qu'elle me coupa le souffle. Un médecin choisit ce moment pour entrer dans la salle d'attente. Monsieur et Madame Lefebvre? Demanda-t-il. Nous regardant tour à tour. Je suis Élise Lefebvre. Dis-je en m'avançant. Laissant Marc et Chloé derrière moi. Voici mon mari. Le médecin adressa un bref signe de tête à Marc. Votre fille est stable pour le moment. Mais les prochaines 24 heures sont critiques. Nous faisons tout notre possible. J'ai besoin que l'un de vous vienne avec moi pour signer des formulaires de consentement pour son plan de traitement. J'y vais. Dis-je immédiatement. Sans même me retourner vers Marc. Alors que je suivais le médecin dans le couloir, j'entendais les doux sanglots de Chloé derrière moi. J'entendais Marc lui murmurer des mots de réconfort. Pas à moi. Pas pour notre fille. Pour elle. À cet instant, quelque chose changea en moi. L'épouse aimante et confiante de Valfleury mourut dans ce couloir d'hôpital stérile. Elle fut remplacée par une femme animée d'une fureur froide et silencieuse. Une mère qui ferait n'importe quoi pour sauver son enfant. Mon combat n'était plus seulement contre un virus. Il était contre l'homme que j'avais épousé. Et la femme qui avait volé ma vie. Je signai les formulaires. La main stable. Quand je retournai dans la salle d'attente, ils étaient partis. Il était parti. Il avait choisi de la ramener chez elle. De la réconforter. Me laissant seule une fois de plus. Mais cette fois,
Je n'étais pas seulement seule. J'étais armée. J'étais armée du pouvoir terrible et éclairant de la vérité. Mon téléphone vibra. C'était un SMS de Marc. Je suis désolée. Les choses sont compliquées. Je te virerai de l'argent plus tard aujourd'hui. Ne t'inquiète pas pour les factures d'hôpital. Je ne répondis pas. Je m'assis sur la chaise en plastique. Les bruits de l'hôpital s'estompant en arrière-plan. Je pensais à ma petite maison à Valfleury. À mon jardin. À la vie simple que j'avais aimée. Tout avait disparu. Un rêve dont je m'étais réveillée. Ma nouvelle réalité était cette pièce froide et impersonnelle. Et le combat qui m'attendait. Et je savais, avec une certitude qui me glaça jusqu'aux os, que je ne perdrais pas. Plus tard dans l'après-midi, une notification apparut sur mon téléphone. Un virement de 5 000 € avait été effectué sur mon compte d'épargne personnelle. Il ne provenait pas du compte de Marc. C'était un virement d'un compte au nom de Chloé Lambert. Elle me payait pour mon silence. Utilisant ce qui restait de mon propre argent pour acheter ma tranquillité. L'insulte était si profonde qu'elle en était presque élégante. Je regardai la notification. Et un lent sourire froid se dessina sur mon visage. Elle pensait que 5 000 € pouvaient arranger ça. Elle pensait qu'elle pouvait effacer sa culpabilité et garder mon mari avec un simple virement bancaire. Elle n'avait aucune idée à qui elle avait affaire. Je trouvai un motel bon marché à quelques rues de l'hôpital. Cette nuit-là, après avoir passé des heures au chevet de Léa, je m'assis sur le lit bosselé et élaborai un plan. L'ancienne Élise aurait pris l'argent, pleuré jusqu'à s'endormir, et attendu que son mari revienne à la raison. La nouvelle Élise partait en guerre. Le lendemain matin, je sortis de ce motel et entrai dans le hall étincelant du groupe Moreau Immobilier. Je n'étais pas là pour voir Marc. J'étais là pour voir son patron. Mais je ne suis pas allée à l'étage de la direction. J'ai commencé par le bas. Je trouvai le chemin du service des ressources humaines. Je m'assis avec une femme au visage bienveillant et lui racontai une histoire. Une version soigneusement éditée de la vérité. J'étais l'épouse loyale venue de province, dont la fille était maintenant gravement malade à l'hôpital local. Mon mari, un employé dévoué nommé Marc Lefebvre, était sous une pression énorme. J'étais tellement inquiète pour lui. Et pour les factures médicales qui s'accumulaient. Je ne mentionnais pas Chloé. Je ne mentionnais pas le compte en banque vide. Je peignis simplement le tableau d'une famille dévouée confrontée à une crise. La femme des RH fut compatissante. Elle consulta le dossier de Marc. Oh! Mon Dieu! Dit-elle. Sa personne à contacter en cas d'urgence est une certaine Madame Chloé Lambert. Oui. Dis-je. Ma voix se brisant juste comme il fallait. C'est la veuve de son meilleur ami. Il s'est occupé d'elle. C'est un homme si bon. Si bon que... Parfois. Je pense qu'il oublie de prendre soin de lui. Et de nous. La graine était plantée. Mon prochain arrêt fut le chantier que Marc était censé gérer. Je trouvai son second. Un homme plus âgé et bourru nommé Franck. Je me présentai et lui demandai s'il avait vu Marc. Franck grimaça. Pas vu depuis 2 jours. Partit au vendredi. Pas venu hier. A dit qu'il avait une urgence familiale. J'espère que tout va bien. Sa fille est en soins intensifs? Dis-je doucement. L'expression de Franck passa instantanément de l'agacement à l'inquiétude. Sa fille? Merde. Il n'a rien dit sur sa fille. Il a juste dit que Chloé avait besoin de lui. Il secoua la tête. L'air dégoûté. Cette femme le mène par le bout du nez. La deuxième graine était plantée. Le temps que je quitte la ville ce soir-là pour retourner à l'hôpital,
Les chuchotements auraient déjà commencé. L'histoire du manager travailleur, de sa fille malade, de sa femme loyale, et de la mystérieuse veuve qui était toujours à ses côtés. Je ne me battais plus seulement pour ma fille. Je me battais pour ma dignité. Et je ne faisais que commencer. Les jours suivants furent une étrange double existence. Le jour, j'étais la mère dévouée, veillant au chevet de Léa dans l'atmosphère calme et tendue de l'unité de soins intensifs pédiatriques. Je lui lisais des histoires, lui chantais des berceuses et tenais sa petite main molle, lui murmurant des promesses que je remettrais tout en ordre. Son état s'améliorait lentement, péniblement. Son taux d'oxygène se stabilisait et les médecins étaient prudemment optimistes. Chaque petit pas en avant me semblait une victoire monumentale. La nuit, j'étais une stratège. Dans la solitude silencieuse de ma chambre de motel bon marché, j'utilisais mon téléphone pour reconstituer la vie que Marc avait bâtie sans moi. Je devins une détective de mon propre mariage brisé. Les réseaux sociaux étaient une mine d'or. Le profil de Chloé était privé, mais ceux de ses amis ne l'étaient pas. Je trouvais des photos de fêtes d'entreprise, de week-ends à la montagne et de dîners douillets. Ils étaient là. Marc et Chloé. Toujours un peu trop proches. Un peu trop à l'aise. Sur une photo d'un gala de charité, il avait le bras autour de sa taille, sa tête reposant sur son épaule. Ils ressemblaient à un couple influent. Ils avaient l'air heureux. Ils ressemblaient à une famille. Mathis était souvent sur les photos aussi. Souriant. Tenant la main de Marc. Il jouait le rôle de père pour le fils d'un autre homme. Tandis que sa propre fille était à des centaines de kilomètres. La colère que je ressentais n'était plus un feu vif et fulgurant. C'était un poids froid et dense au creux de mon estomac. C'était du carburant. Une semaine après mon arrivée à Lyon, Léa quitta les soins intensifs pour une chambre pédiatrique normale. Elle était encore faible. Toujours reliée à un moniteur d'oxygène. Mais elle respirait seule. Elle allait s'en sortir. Le soulagement fut si écrasant qu'il me mit à genoux dans la chapelle de l'hôpital, où je pleurais pour la première fois depuis le début de cette épreuve. C'étaient des larmes de gratitude, mais aussi des larmes de deuil pour la vie qui avait disparu à jamais. Marc était passé quelques fois. Toujours pour de brèves et gênantes rencontres. Il apportait une peluche pour Léa, posait quelques questions aux infirmières, puis trouvait une excuse pour partir. Il ne venait jamais seul. Chloé était toujours avec lui. Une ombre silencieuse et affligée qui s'attardait dans l'embrasure de la porte. Elle m'offrait un faible sourire de pitié, comme si j'étais l'intruse dans ce drame. La dynamique du pouvoir était claire, elle était la maîtresse de maison, autorisant gracieusement la soubrette à passer un moment avec le maître. Ils avaient perfectionné leur numéro. Il était le protecteur dévoué. Elle la veuve éplorée. Ensemble, ils étaient intouchables. Je savais que je ne pouvais pas les combattre sur leur terrain. Je ne pouvais pas faire appel au cœur de Marc, car il le lui avait déjà donné. Je ne pouvais pas raisonner Chloé, car toute son existence était bâtie sur la manipulation. Je devais changer les règles du jeu. Le jour où Léa fut autorisée à quitter l'hôpital fut le jour où je passais à l'action. Marc s'était arrangé pour payer le reste de la facture de l'hôpital. Il pensait probablement que ce serait la fin. Que je prendrais ma fille. Que je retournerais à ma vie brisée à Valfleury. Et que je le laisserais à son noble sacrifice. Il m'avait sous-estimé. Au lieu de rentrer chez moi, je retournais au groupe Moreau Immobilier. Cette fois, je n'allais pas au RH. J'allais directement au dernier étage. L'assistante de direction, une femme vive nommée Sarah, tenta de m'arrêter. Monsieur Moreau est en réunion, dit-elle. Sa voix polie mais ferme.
Avez-vous un rendez-vous? Non. Dis-je calmement. Mais il voudra me voir. Dites-lui s'il vous plaît qu'Élise Lefebvre est ici. Et que ma fille vient de sortir de l'hôpital. Je m'assurai de le dire assez fort pour que les gens aux alentours entendent. Les yeux de Sarah pétillèrent de reconnaissance. Les chuchotements avaient fait leur effet. Elle hésita un instant, puis décrocha son téléphone. Une minute plus tard, les portes du bureau de Julien Moreau s'ouvrirent. Son bureau était vaste, avec une vue panoramique sur la ville. Il se tenait près de la fenêtre. Une silhouette grande et imposante dans un costume parfaitement taillé. Il n'était pas beau au sens conventionnel, mais il dégageait une aura de pouvoir tranquille et d'intelligence. « Madame Lefebvre » dit-il. Sa voix égale. « Je vous en prie. Asseyez-vous. J'ai été navré d'apprendre pour votre fille. J'espère qu'elle se rétablit bien? Elle va bien. Merci. Dis-je, m'asseyant dans l'un des fauteuils en cuir face à son bureau. Et merci de me recevoir. Je sais que vous êtes un homme occupé. Le plus grand atout de mon entreprise, ce sont ses employés, dit-il en s'asseyant. Quand l'un d'eux est en crise, cela devient mon affaire. Je crois comprendre que votre mari a été distrait dernièrement. C'était une ouverture. Un test. Il voulait voir ce que j'en ferais. L'ancienne Élise aurait défendu son mari, lui aurait trouvé des excuses. La nouvelle Élise passa à l'offensive. Monsieur Moreau. Mon mari est un homme bon. Mais il est manipulé? Comment sais-je? Ma voix stable et mesurée. Il se noie dans la culpabilité suite à la mort de son ami David. Et la veuve de David profite de cela. Elle l'a isolé de sa famille, a vidé nos économies et met maintenant en péril sa carrière. Je déballai tout. Le compte en banque vide. Les mensonges. La façon dont Chloé s'était positionnée au centre de la vie de Marc. Nous reléguant, Léa et moi, à la périphérie. Je n'élevais pas la voix. Je ne pleurais pas. Je présentais les faits comme si je livrais un rapport d'affaires. Froid. Logique et indéniable. Julien écouta attentivement. Les doigts joints sous son menton. Ses yeux sombres ne quittant jamais mon visage. Il n'interrompit pas. Quand j'eus fini. Le silence dans la pièce était lourd. Vous dressez un tableau très clair? Madame Lefebvre, dit-il enfin. Et cela corrobore certains problèmes de performance que j'ai observés chez Marc. Des délais non respectés. Des dépassements de budget. Un manque général de concentration. Il marqua une pause. Que attendez-vous de moi? C'était le moment critique. Je ne veux pas que vous le renvoyiez, dis-je. Et je vis une lueur de surprise dans ses yeux. Il aime son travail. C'est la seule partie de sa vie que cette femme n'a pas encore complètement détruite. Mais il a besoin d'un électrochoc. Et moi? J'ai besoin d'un travail. Il haussa un sourcil. Un travail? Ma fille a besoin de soins de suivi. Je ne peux pas retourner à Valfleury pour le moment. Notre maison a été endommagée par les inondations. Et la vie que nous y menions a disparu. Je dois rester à Lyon. Et je dois pouvoir subvenir aux besoins de mon enfant. J'ai vu sur le site de votre entreprise qu'il y a un poste vacant au service comptabilité. J'ai un diplôme en gestion d'entreprise. J'ai géré les comptes de notre coopérative locale pendant 5 ans avant d'avoir Léa. Je travaille dur. J'apprends vite et je suis incroyablement motivé. Il resta silencieux un long moment. M'étudiant. Je sentais qu'il pesait les risques. Les complications d'embaucher la femme séparée de son employé. C'était une demande désordonnée et non conventionnelle. Cela créerait un
Environnement de travail compliqué. Dit-il lentement. La vie est compliquée. Monsieur Moreau. Répliquai-je, soutenant son regard. Je ne cherche pas un chemin facile. Je cherche un chemin juste. Je ne demande pas la charité. Je demande une chance de faire mes preuves. Il se leva et retourna vers la fenêtre, regardant la ville en contrebas. Le service des RH gère tous les recrutements? Dit-il. Le dos tourné. Cependant, je peux autoriser un processus d'entretien accéléré. La décision finale sera basée sur vos qualifications et votre performance lors de l'entretien. Je ne peux rien vous promettre de plus. C'est tout ce que je demande, dis-je en me levant. L'espoir, réel et féroce, déferla en moi. Une dernière chose, Madame Lefebvre, dit-il en se retournant vers moi. Son expression était illisible. Si vous êtes embauché, votre vie personnelle reste en dehors de ce bureau. Je dirige une entreprise, pas un feuilleton télévisé. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Parfaitement, dis-je. Merci pour votre temps, Monsieur Moreau. Je sortis de ce bureau la tête haute. J'avais affronté le roi dans son château et j'en étais reparti avec une clé de la porte. L'entretien eut lieu 3 jours plus tard. C'était un panel de 3 comptables à l'air sérieux qui me cuisinèrent sur tout. De la réglementation de la paix aux prévisions financières. Marc m'avait beaucoup appris sur le secteur de la construction au fil des ans. Sur les offres, les budgets et les marges bénéficiaires. J'utilisais ces connaissances, les combinai avec ma propre expérience, et répondis à toutes les questions qu'ils me posèrent. J'étais préparé, professionnel et déterminé. Je reçus l'appel le lendemain. Le poste était à moi. Je trouvais un petit appartement de 2 chambres dans une banlieue modeste. Un endroit avec de bonnes écoles et un parc à proximité. C'était loin du luxe dans lequel Chloé vivait dans le gratte-ciel de fonction de Marc. Mais c'était à nous. C'était une maison que j'avais créée pour ma fille et moi. Selon mes propres termes. Mon premier jour au groupe Moreau Immobilier fut surréaliste. On m'assigna un box dans une mer de postes de travail identiques. Le travail était exigeant. Mais j'adorais ça. J'aimais l'ordre des chiffres. La logique claire des feuilles de calcul. C'était un monde à part du chaos émotionnel de ma vie personnelle. Marc apprit que je travaillais là en me voyant à la cafétéria. L'expression sur son visage était un mélange de choc, d'incrédulité et d'une colère sombre et contenue. Il me coinça près de la machine à café. « Qu'est-ce que tu fiches ici, Élise » siffla-t-il, en gardant la voix basse. « Je travaille ici, » dis-je calmement, ajoutant de la crème dans mon café. « Tu travailles ici? Comment? Tu ne peux pas simplement décider de travailler ici. J'ai postulé pour un poste et j'étais la candidate la plus qualifiée. » dis-je, le regardant droit dans les yeux. Ça s'appelle gagner sa vie. Marc, tu devrais essayer un jour? Au lieu de laisser ta maîtresse dépenser tout ton argent. Son visage devint rouge vif. N'ose pas parler de Chloé comme ça. Et n'ose pas amener tes drames sur mon lieu de travail. C'est aussi mon lieu de travail maintenant? Dis-je. Ma voix aussi froide que la glace. Et un conseil, tu devrais t'inquiéter davantage de tes propres drames. Les gens commencent à parler. Ils se demandent pourquoi leur chef de projet senior passe plus de temps à jouer les chauffeurs pour une veuve en ville qu'à s'occuper de ses vrais projets. Je lui fis un sourire doux et faux. Bonne journée, Marc. Je m'éloignai, le laissant bredouiller dans mon sillage. La première bataille était gagnée. Mais je savais que la guerre était loin d'être terminée. Chloé n'allait pas se laisser faire.
Elle avait travaillé trop dur pour construire sa vie confortable sur les ruines de la mienne. Elle ne laisserait pas l'épouse gênante avec un nouveau travail et une volonté de faire se mettre en travers de son chemin. Je venais de peindre une cible géante sur mon dos. Et je savais, avec une certitude absolue, qu'elle était déjà en train de viser. Chloé ne passa pas à l'action immédiatement. Elle était plus intelligente que ça. Pendant les premières semaines, ce fut une guerre froide menée avec de l'agression passive et des jeux psychologiques. Elle commença à visiter le bureau plus fréquemment, toujours sous le prétexte d'apporter le déjeuner à Marc ou de lui faire vérifier un courrier compliqué. Elle planait dans le service de la comptabilité, son parfum cher flottant dans l'air bien après son départ. Elle s'arrêtait à mon box, son expression un masque de douce préoccupation. « Élise. Ma chère. » disait-elle. Sa voix juste assez forte pour que mes collègues proches l'entendent. « Comment se passe votre intégration? Ça doit être si difficile. De jongler entre un nouveau travail et être une mère célibataire. Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit. Absolument quoi que ce soit. Vous savez que Marc et moi sommes là pour vous. » Chaque mot était une fléchette parfaitement conçue. Mère célibataire. Difficile. Nous sommes là pour vous. Elle me présentait comme un cas social. Une femme en difficulté généreusement soutenue par son mari séparé et sa compagne bienveillante. Elle renforçait son récit, se présentant comme la sainte et moi comme l'épouse en difficulté. Un peu pathétique. Qui n'avait pas su garder son homme. Mes collègues étaient polis mais distants. J'étais une curiosité. Un ragot de bureau devenu réalité. Je gardais la tête baissée, me concentrant sur mon travail. J'appris les systèmes de l'entreprise sur le bout des doigts. J'étais la première au bureau et la dernière à partir. Je me rendis indispensable. Ma supérieure, une femme pragmatique nommée Linda, commença à le remarquer. Elle me confia des projets plus complexes, des tâches qui exigeaient un œil vif et un esprit méticuleux. Je les accomplis tous sans défaut. Je construisais ma réputation, brique par brique, sur une base de compétences. Pas de pitié. La journée champêtre annuelle de l'entreprise eut lieu dans un grand parc un samedi ensoleillé d'octobre. C'était un événement à participation obligatoire, rempli de courses en sac, de saucisses tièdes et de bonne humeur d'entreprise forcée. Je n'avais aucune envie d'y aller. Mais Linda avait clairement indiqué que ma présence était attendue. C'était une chance de favoriser l'esprit d'équipe. Je savais que c'était en réalité une chance pour un nouveau type de champ de bataille. J'habillai Léa d'une simple robe d'été et lui fis des couettes. Je portais un jean et un t-shirt uni. Je voulais que nous ayons l'air de ce que nous étions, une mère et sa fille essayant de profiter d'une journée au parc. Marc, Chloé et Mathis arrivèrent comme des membres de la royauté. Chloé portait une robe en lin blanc immaculé qui coûtait probablement plus que mon loyer mensuel. Marc était en pantalon chino impeccable et polo, ayant l'air en tout point d'un cadre supérieur prospère. Ils avaient l'éclat sans effort d'une famille heureuse et aisée. Ils installèrent une grande couverture à carreaux dans un endroit de choix près des balançoires, entouré d'un panier pique-nique gastronomique. J'essayais de garder mes distances, aidant Léa avec les châteaux de sable et la poussant sur les balançoires. Mais le parc n'était pas si grand. Inévitablement, nos chemins se croisèrent. Cela se produisit près des balançoires. Léa volait d'avant en arrière, son rire résonnant dans l'air chaud. Mathis, qui boudait au bord de l'aire de jeu, accourut soudainement. « C'est mon tour !» exigea-t-il, attrapant la chaîne de la balançoire de Léa. « Mathis, sois gentil, » dit Léa. « Tu pourras la voir après moi. »« Non. Je la veux maintenant !» cria-t-il.
Et avec une poussée soudaine et vicieuse, il la bouscula. La scène se déroula au ralenti. Léa n'y était pas préparée. Elle perdit l'équilibre, ses petites mains glissant des chaînes. Elle bascula sur le côté, atterrissant durement sur la terre battue et les copeaux de bois. Un craquement sinistre résonna dans l'air, suivi d'un cri perçant. J'étais là en un battement de cœur, la prenant dans mes bras. Son bras gauche était plié à un angle contre nature, et son visage était tordu de douleur. La rage, pure et primale, déferla en moi. Chloé et Marc accoururent, leur visage un tableau d'inquiétude. Oh mon Dieu! Halta Chloé, portant une main à sa poitrine. Que s'est-il passé? Elle est tombée? Elle n'est pas tombée, dis-je, ma voix tremblant de fureur alors que je foudroyais du regard Mathis, qui se cachait maintenant derrière les jambes de sa mère. On l'a poussée. Quoi? Dit Marc, l'air confus. Mathis ne ferait pas ça. C'était un accident, insista Chloé, serrant son fils plus près d'elle. Il ne faisait que jouer. N'est-ce pas? Mon chéri? Tu ne voulais pas lui faire de mal. Je ne suis pas une menteuse. Chloé. Fulminé-je. Je l'ai vu. Il l'a poussé. Fort. Mon accusation flottait dans l'air. Une petite foule de nos collègues avait commencé à se rassembler. Leur barbecue oublié. C'était bien plus intéressant. Allons. Élise. Ne réagissons pas de manière excessive, dit Marc en s'avançant, endossant le rôle du médiateur calme. Les enfants sont parfois un peu brusques. Je suis sûre que Mathis ne voulait pas faire de mal. Pas faire de mal? Répétai-je, ma voix s'élevant. Regarde son bras. Marc. Il est cassé. C'est ce que tu appelles ne pas vouloir faire de mal? Juste à ce moment, Julien Moreau et son fils, un garçon tranquille nommé Alex qui avait à peu près l'âge de Mathis, s'approchèrent. Julien avait vu l'agitation depuis la tente de la direction. Que se passe-t-il ici? Demanda-t-il, sa voix calme tranchant la tension. C'est juste un malentendu? Julien, dit Marc rapidement, essayant d'arranger les choses. Les enfants jouaient. Et Léa a fait une petite chute. Ce n'est pas ce qui s'est passé, dit une petite voix. Nous nous tournâmes tous. C'était Alex, le fils de Julien. Il regardait son père, son expression sérieuse. Je l'ai vu. Papa, dit-il. Ce garçon. Il pointa un petit doigt vers Mathis. L'a poussé. Il l'a fait exprès. Le silence fut absolu. Le visage de Chloé devint blanc. Marc avait l'air d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Son mensonge avait été exposé. Non pas par moi, mais par le fils du PDG. Avant que quiconque ne puisse réagir, une autre voix s'éleva. C'était Franck, le chef de chantier, qui se tenait à proximité. Le gamin a raison, grogna-t-il en s'essuyant la bouche. Je l'ai vu aussi. Le petit morveux l'a balancé de la balançoire. Le récit était brisé. L'image de la famille parfaite et incomprise était en 1000 morceaux. Les yeux de Chloé cherchaient une échappatoire. Marc restait là, sans voix. Son visage un masque de honte et d'incrédulité. Il avait été pris en flagrant délit de mensonge à son patron pour protéger le fils de sa maîtresse au détriment de sa propre fille blessée. Le regard de Julien était de granit. Il n'éleva pas la voix. Il n'en avait pas besoin. Il regarda son fils. Puis Franck. Puis Mathis.
Et enfin, ses yeux se posèrent sur Marc. La déception dans son expression était plus accablante que n'importe quelle tirade. « Élise, dit-il. Sa voix douce mais claire. Emmenez votre fille au centre de soins le plus proche. Envoyez la facture à mon assistante. Nous la couvrirons. » Il tourna ensuite toute son attention vers Marc. « Marc. Mon bureau. Lundi matin. 9 heures. » Il ne dit pas un mot de plus. Il prit simplement la main de son fils et s'éloigna. La foule se dispersa, marmonnant entre eux. Chloé se mit à pleurer, les larmes de crocodile coulant à flots. « Oh, Marc, je suis tellement désolée. » Il ne le pensait pas. « Tu dois me croire. » Mais je n'écoutais pas. J'étais déjà en mouvement, portant ma fille en sanglots vers le parking. La fête était terminée. Le médecin du centre de soins le confirma, une fracture nette du cubitus. Ils lui mirent le bras dans un plâtre rose vif, que Léa, à travers ses larmes, trouva très beau. Assise dans la salle d'examen stérile, tenant ma fille, un étrange sentiment de calme s'installa en moi. Chloé avait joué son coup, et elle avait surjoué. Elle avait laissé la cruauté de son fils gâté exposer le cœur pourri de la vie qu'elle avait construite. Et ce faisant, elle m'avait donné la seule chose que je n'aurais pas pu obtenir par moi-même, elle avait fait passer Marc pour un menteur et un imbécile devant le seul homme dont l'opinion comptait. Lundi matin, j'étais à mon bureau à 7h30. Le bureau bourdonnait des ragots du week-end. Les gens me regardaient différemment maintenant. La pitié avait disparu, remplacée par un nouveau respect. Je n'étais plus seulement la femme séparée de Marc. J'étais la femme qui lui avait tenu tête. La mère dont la fille avait été innocentée par le propre fils du PDG. À 9 heures précises, je vis Marc se diriger vers le bureau de Julien Moreau. Il ressemblait à un homme marchant vers sa propre exécution. Il y resta plus d'1 heure. Quand il sortit, son visage était cendré. Il passa devant mon box sans un mot, les yeux fixés sur le sol. Plus tard dans la journée, un email officiel de la DRH fut envoyé à toute l'entreprise. Objet, restructuration organisationnelle. Avec effet immédiat, Frank Miller est promu au poste de chef de projet senior pour le projet de la tour du centre-ville. Marc Lefebvre sera transféré à un nouveau rôle de superviseur de chantier, sous la responsabilité directe de M. Miller. C'était une exécution publique. Une rétrogradation. Il n'avait pas été renvoyé, mais il avait été dépouillé de son titre, de son autorité et de son prestige. Il n'était plus un cadre supérieur. Il était un superviseur de terrain. Son salaire serait réduit. L'appartement de luxe avec vue sur la ville disparaîtrait. Les fondations de la vie qu'il avait construite avec Chloé venaient d'être dynamitées. Je ressentis un sombre sentiment de satisfaction. Ce n'était pas de la joie. C'était la justice. Mais je savais aussi que c'était un tournant dangereux. Un animal acculé est le plus féroce. Marc avait perdu la face. Chloé avait perdu son style de vie confortable. Ils avaient perdu. Et je savais qu'ils m'en tiendraient pour responsable. Leur humiliation se transformerait en un désir de vengeance. La guerre froide était terminée. Une guerre chaude était sur le point de commencer. Et j'avais le sentiment qu'elle serait bien plus brutale. Et bien plus coûteuse. Que je ne pouvais l'imaginer. Les retombées de la rétrogradation de Marc furent immédiates et brutales. La première victime fut l'appartement. En 1 semaine, il reçut un avis de l'entreprise l'informant qu'il n'était plus éligible au logement de fonction pour cadre. Il devait être parti avant la fin du mois. Je l'appris non pas de Marc, mais des rumeurs feutrées et joyeuses qui se répandirent dans le bureau comme une traînée de poudre.
Je pouvais imaginer la scène dans ce bel appartement, Chloé. Confrontée à la réalité soudaine et brutale de faire des cartons. Son monde de luxe sans effort s'effondrant autour d'elle. La vie qu'elle avait si soigneusement construite était démantelée. Pièce par pièce. Leur nouvel appartement se trouvait dans un grand complexe terne à la périphérie de la ville. Le genre d'endroit avec de la peinture écaillée et des murs fins. C'était une chute abrupte et humiliante. Le salaire réduit de Marc signifiait que les vêtements de Marc, les courses gastronomiques et la coûteuse école privée de Matisse étaient tous menacés. La pression financière commença à les étreindre. Et les fissures dans leur façade parfaite commencèrent à apparaître. Marc devint un fantôme au travail. Il était renfermé. Maussade. Il évitait le bureau principal autant que possible. Passant ses journées sur le chantier. Le visage sombre sous un casque de sécurité. Les rares fois où je le voyais, il avait l'air hagard. La confiance avait disparu, remplacée par une lassitude permanente. Il ressemblait à un homme portant un poids impossible. Une partie de moi. Une petite partie idiote qui se souvenait encore du garçon dont j'étais tombée amoureuse. Ressentit une pointe de pitié. Mais je l'étouffai rapidement. C'était une prison qu'il s'était lui-même construite. Chloé, en revanche, ne s'effaça pas. Elle intensifia ses attaques. Privée de son pouvoir financier, elle se tourna vers la seule arme qui lui restait, la guerre psychologique. Elle lança une campagne pour me dépeindre comme une mégère vengeresse qui avait détruit la carrière d'un homme bon par jalousie. Elle appelait Marc au bureau. Sa voix un sanglot hystérique audible même à quelques mètres. Je ne peux pas faire ça. Marc. Matisse se fait harceler dans sa nouvelle école. Cet appartement est horrible. C'est tout à cause d'elle. Elle ne sera pas heureuse tant qu'elle ne nous aura pas complètement ruinés. Elle essaya même de me tendre une embuscade dans le parking un soir après le travail. Elle me coinça près de ma voiture. Les yeux rouges et hagards. Tu es contente maintenant? Crachatait-elle. Sa voix un murmure venimeux. Tu as eu ce que tu voulais. Tu l'as ruiné. Tu as pris un homme bon et honorable qui essayait de faire ce qui est juste. Et tu l'as démoli. J'espère que tu es fier de toi. La seule personne qui a ruiné Marc, c'est Marc lui-même. Dis-je. Ma voix froide et stable. Et toi? Chloé. Tu as aidé. Je l'aimais. Cria-t-elle. Une seule larme parfaite traçant un chemin sur sa joue. Je lui ai donné un foyer quand il était perdu dans son deuil. Tu n'as jamais été là pour lui. Tu étais contente de rester dans ton petit trou paumé pendant qu'il se tuait à la tâche pour toi. J'élevais sa fille. Dis-je. Ma main se resserrant sur mes clés de voiture. Et j'attendais qu'il tienne ses promesses. Une chose dont tu ne sais manifestement rien. Son visage se durcit. Le masque de la victime tragique glissant pour révéler la fureur froide en dessous. Tu crois que tu as gagné? N'est-ce pas? Siffla-t-elle. Tu crois que tu peux débarquer ici avec ta triste histoire et tout prendre? Ce n'est pas fini. Loin de là. Elle avait raison. Ce n'était pas fini. Je savais qu'elle était désespérée. Et une femme désespérée est capable de tout. Je ne réalisais juste pas jusqu'où elle était prête à aller. Le plus grand projet de l'entreprise était le développement de la place du marché ouest. Une entreprise massive visant à revitaliser un quartier négligé de la ville. C'était le projet passionné de Julien Moreau. Une entreprise d'héritage valant des centaines de millions d'euros. La compétition pour le contrat principal avait été féroce. Mais le groupe Moreau avait un plan supérieur et une stratégie financière solide. La présentation finale de l'offre n'était que dans quelques semaines. Et tout le bureau était en état d'alerte maximale. Grâce à mes performances, Linda m'avait affecté à l'équipe financière du projet.
Mon travail consistait à aider à analyser les projections de coûts et à préparer la proposition budgétaire finale. C'était une énorme responsabilité. Et je m'y suis jetée à corps perdu. Travaillant tard le soir. Épluchant des feuilles de calcul jusqu'à ce que mes yeux me brûlent. C'était ma chance de prouver, une fois pour toutes, que j'étais plus qu'un simple ragot de bureau. Un soir, je travaillais tard, seul dans le service de comptabilité silencieux. Je vérifiais des offres de fournisseurs quand je remarquai une anomalie dans un fichier. L'offre d'un sous-traitant majeur semblait inhabituellement basse. Presque trop belle pour être vraie. C'était exactement le genre de détail qui pouvait faire dérailler tout le budget si ce n'était pas exact. Je pris note de le signaler au chef de projet le lendemain matin. Alors que je rangeais mes affaires pour partir, je vis un mouvement à l'autre bout du bureau. C'était Marc. Il se tenait près de son ancien bureau. Celui qui appartenait maintenant à Franck. Il regardait l'ordinateur, le dos tourné. C'était étrange. Il n'avait aucune raison d'être dans le bureau principal. Surtout à cette heure. Il sembla sentir ma présence et se retourna. Surpris. « Élise » dit-il. Le visage pâle. J'ai oublié des fichiers personnels sur mon ancien disque dur. Franck a dit que je pouvais venir les récupérer. Son excuse était plausible. Mais son comportement ne l'était pas. Il avait l'air coupable. Comme un enfant pris la main dans le sac. Il se déconnecta rapidement de l'ordinateur et s'éloigna. C'est pas résonnant dans le bureau vide. J'avais un mauvais pressentiment. Quelque chose n'allait pas. Ce sentiment persista tout le long du trajet de retour. Après avoir couché Léa, je m'assis dans mon petit salon. Les lumières de la ville scintillant à l'extérieur de ma fenêtre. Je ne pouvais pas chasser l'image de Marc à ce bureau. Pourquoi serait-il là? La nuit. À regarder l'ordinateur de Franck? Et puis, une pensée horrible commença à se former dans mon esprit. Une pièce de puzzle froide et terrifiante se mettant en place. Les fichiers du projet. L'offre finale. Tout était sur cet ordinateur. Les mots de Chloé résonnaient dans ma tête. Ce n'est pas fini. Elle avait perdu sa vie confortable. Elle m'en voulait. Elle en voulait à l'entreprise. Quelle meilleure façon de se venger que de détruire la seule chose qui comptait le plus pour Julien Moreau? Et si elle n'essayait pas seulement de reconquérir Marc? Et si elle essayait de réduire tout le royaume en cendres? Mais elle ne pouvait pas le faire seule. Elle aurait besoin d'un allié. Quelqu'un avec une dent contre le groupe Moreau. Quelqu'un avec les ressources nécessaires pour utiliser des informations volées. Mes doigts tremblaient tandis que je tapais un nom dans le navigateur de recherche de mon téléphone, Groupe Mercier. C'était le principal concurrent pour le projet de la place du marché Ouest. Leur PDG était un jeune héritier notoirement impitoyable nommé Antoine Mercier. Je parcourus des articles sur lui. Des récits d'OPA hostiles et d'espionnage industriel. C'était exactement le genre d'homme vers qui une femme comme Chloé se tournerait. Les pièces étaient toutes là. Une constellation de sombres possibilités. Le désespoir de Chloé. La culpabilité et la faiblesse de Marc. L'ambition d'Antoine Mercier. C'était un cocktail toxique. Et j'étais sûr que le groupe Moreau était sur le point d'être empoisonné. Mais je n'avais aucune preuve. C'était juste un sentiment. Une théorie paranoïaque née de ma propre méfiance. Si j'allais voir Julien Moreau avec ça, je passerais pour l'ex-femme vengeresse, essayant de faire renvoyer son mari. Il me fallait quelque chose de concret. Le lendemain au travail, j'étais sur les nerfs. Je surveillais Marc comme un faucon. Mais il était un livre fermé. Il faisait son travail, ne parlait à personne et partait dès la fin de sa journée. Ce soir-là, je fis quelque chose que je n'aurais jamais cru être capable de faire.
Je mentis à ma baby-sitter, lui disant que je devais travailler toute la nuit. Après son départ, je pris ma voiture. Je ne suis pas rentrée chez moi. J'ai conduit jusqu'au complexe d'appartementaires où vivaient maintenant Marc et Chloé. Je me garai de l'autre côté de la rue, dans l'ombre d'un grand chêne, et j'attendis. Mon cœur battait à tout rompre. C'était de la folie. J'étais une mère d'un petit village, pas une détective privée. Qu'est-ce que je faisais là? Pendant 2 heures, rien ne se passa. J'étais sur le point d'abandonner, de mettre tout ça sur le compte de mon imagination débordante. Et puis, une voiture noire et élégante que je reconnus des journaux économiques s'arrêta devant l'immeuble. Un homme en costume impeccable sortit du côté conducteur. C'était Antoine Mercier. Il n'entra pas. Il resta près de sa voiture, regardant son téléphone. 1 minute plus tard, la porte d'entrée de l'immeuble s'ouvrit. Ce n'était pas Marc qui sortit. C'était Chloé. Elle était sur son 31, portant une robe noire moulante et des talons. Elle semblait complètement déplacée dans ce parking délabré. Elle se dirigea rapidement vers la voiture, ses yeux balayant nerveusement les alentours. Elle tendit à Antoine Mercier un petit objet mince, une clé USB. Il la prit, lui fit un bref signe de tête, et elle retourna se cacher à l'intérieur. Il remonta dans sa voiture et partit. L'échange entier dura moins de 30 secondes. Je restai assise dans ma voiture, figée, mes mains agrippant le volant. Je l'avais vu. J'avais ma preuve. Elle l'avait fait. Elle avait volé le secret le plus précieux de l'entreprise et l'avait vendu à l'ennemi. Et elle avait utilisé Marc, mon faible et stupide mari, pour le faire. Le mauvais pressentiment était de retour, mais cette fois-ci, il était mêlé à une clarté froide et terrifiante. C'était plus grand qu'un mariage brisé maintenant. C'était de l'espionnage industriel. Cela pouvait détruire l'entreprise, coûter leur emploi à des centaines de personnes et ruiner Julien Moreau. Et j'étais la seule à le savoir. Je pris une profonde inspiration tremblante. La femme de Valfleury aurait été terrifiée. Elle se serait enfuie. Mais je n'étais plus cette femme. Je démarrai la voiture, mon esprit s'emballant, formulant un nouveau plan. Chloé venait de déclarer une guerre totale. Et elle n'avait aucune idée que je venais de capturer sa reine. Le retour à mon appartement fut flou. Mon esprit était un tourbillon d'images, Chloé dans sa robe noire, le reflet de la clé USB dans la faible lumière du parking, l'air suffisant sur le visage d'Antoine Mercier. Je ressentis une poussée d'adrénaline si puissante que mes mains se mirent à trembler. Je les tenais. Mais savoir et savoir quoi faire de cette information étaient 2 choses très différentes. Mon premier instinct fut d'aller directement voir Julien Moreau. Je pourrais tout lui déballer, lui dire ce que j'avais vu. Mais ensuite, ce serait ma parole contre la sienne. Chloé nierait tout. Elle pleurerait et prétendrait que j'étais une femme bafouée essayant de la piéger. Marc, pris dans sa toile de culpabilité et de loyauté mal placée, la soutiendrait probablement. Et Antoine Mercier? Un homme comme lui aurait une armée d'avocats pour enterrer toute accusation sous une montagne de paperasse juridique. Je pourrais finir par passer pour une employée hystérique et peu fiable. Et le problème principal, les données volées resteraient entiers. Non. Une attaque directe était trop risquée. Je devais être plus intelligente. Je devais penser comme Chloé. Je devais être manipulatrice, stratégique, et avoir une longueur d'avance. Quand je suis rentrée, je n'ai pas dormi. Je me suis assise à ma petite table de cuisine avec un bloc-notes et un stylo. Les lumières de la ville en toile de fond lointaine et floue. J'ai rejoué la scène du parking encore et encore dans ma tête.
Chloé était nerveuse. Elle était pressée. Une professionnelle aurait été plus calme, plus discrète. C'était une amatrice, animée par la cupidité et la vengeance. Les amateurs font des erreurs. Qu'y avait-il sur cette clé? Ce devaient être les fichiers du projet de la place du marché ouest. Tout. Les plans architecturaux. Les échéanciers logistiques. Et surtout, les données financières sur lesquelles j'avais travaillé. L'analyse détaillée des coûts. Les offres des fournisseurs. Les calculs de marge bénéficiaire. Toute notre stratégie d'appel d'offres. Avec ces informations, le groupe Mercier pouvait sous-coter notre offre d'1 seul euro et remporter le contrat. Il n'aurait même pas à faire le travail difficile. Il pourrait simplement copier notre plan et l'offrir pour un peu moins cher. C'était un coup d'échec et mat. Sauf si les informations qu'ils avaient été fausses. Un nouveau plan commença à se former. Un pari risqué et audacieux. La soumission finale de l'offre était dans 1 semaine. Les données que Chloé avait volées étaient la version actuelle et exacte. Mais si ce n'était pas la version finale? Le lendemain matin, je suis entrée au bureau avec un nouveau sentiment de détermination. Je suis allée directement voir Linda, ma chef de service. Linda, dis-je. Ma voix empreinte d'un ton de préoccupation professionnelle soigneusement étudiée. Je revérifiais les offres des sous-traitants pour le projet de la place du marché ouest hier soir. Et j'ai trouvé quelque chose qui m'inquiète. Je lui montrai le dossier que j'avais remarqué quelques nuits auparavant, l'offre qui semblait trop belle pour être vraie. Cette offre de sterling acier? Dis-je, en montrant une ligne sur la feuille de calcul. Elle est près de 15% inférieure à celle de tous leurs concurrents. Je pense que c'est peut-être une faute de frappe? Ou qu'ils ont fait une erreur dans leurs calculs. Si nous basons tout notre budget sur ce chiffre et qu'ils ne peuvent pas l'honorer, toute notre structure financière pour le projet pourrait s'effondrer après que nous ayons remporté l'appel d'offres. Linda fronça les sourcils, ses yeux vifs scrutant les chiffres. Vous avez raison, dit-elle lentement. C'est un risque important. Bien vu, Élise. Je pensais, continuai-je, pressant mon avantage, que nous devrions peut-être préparer un budget alternatif. Un plan B. Un qui utilise les chiffres du deuxième soumissionnaire le moins cher. Cela rendrait notre offre globale plus élevée. Mais elle serait plus sûre, plus réaliste. Nous pourrions le garder comme une solution de secours. Linda hocha la tête. Son expression réfléchie. C'est une pensée proactive. J'aime ça. Mais Monsieur Moreau veut que notre offre soit aussi agressive que possible. Il n'aimera pas un chiffre plus élevé. Je suis d'accord, dis-je. Nous devrions procéder avec le budget actuel? Plus agressif? Comme notre soumission principale. Le plan A. Mais avoir un plan B entièrement préparé? Plus conservateur? Prêt à être utilisé. C'est juste de la bonne gestion. Cela protège l'entreprise dans le pire des cas. C'était l'argument d'entreprise parfait. Il n'était pas basé sur l'émotion ou la suspicion. Il était basé sur la gestion des risques et la prudence financière. Linda y crut complètement. D'accord, dit-elle. Préparez-le. Mais restez discrète. Nous ne voulons pas créer de panique inutile. Nommez-le PMO, Finance Alternative, et enregistrez-le sur le serveur sécurisé. Seul vous. Moi et Monsieur Moreau y auront accès. Pendant les 3 jours suivants, je travaillais fiévreusement. Je créai un plan financier parallèle complet pour le projet. Le plan B. Il était méticuleusement détaillé, formaté de manière professionnelle, et ressemblait en tout point au plan original, sauf pour le plus important, le chiffre final.
Il était basé sur des fournisseurs plus chers et incluait des fonds de prévoyance plus élevés, ce qui rendait le coût total du projet près de 10% plus élevé que le plan A. C'était une offre solide? Sûre. Mais ce n'était pas une offre gagnante si le groupe Mercier avait nos chiffres originaux. Pendant que je construisais notre arme secrète, je tendais également un piège. Je retournais au fichier original du projet le plan A. Celui que je savais que Chloé avait volé. J'ouvris la feuille de calcul principale, celle avec tous les calculs finaux. Et je fis un seul, minuscule, changement presque indétectable. Je trouvai une formule obscure dans une cellule qui calculait le coût total des matières premières, et j'ajoutai une petite erreur de multiplication. C'était un défaut qui ne serait pas évident au premier coup d'œil, mais qui gonflerait subtilement le chiffre final de l'offre de quelques millions d'euros, le faisant paraître légèrement moins compétitif qu'il ne l'était en réalité. C'était une miette de pain numérique? Un cheval de Troie caché dans les données. Mon cœur battait la chamade lorsque je cliquais sur enregistrer. Je venais de corrompre délibérément le fichier le plus important de l'entreprise. Si je me trompais sur Chloé? Si tout cela n'était que dans ma tête? Je venais de commettre un suicide professionnel. Le jour de la présentation finale de l'offre arriva. L'air dans le bureau était lourd d'anticipation. Julien Moreau, Franck, Linda et quelques autres cadres clés se dirigeaient vers l'autorité de développement de la ville pour la réunion à huis clos où les deux entreprises présenteraient leurs propositions finales. Je ne faisais pas partie de l'équipe de présentation, mais mon travail était fait. Le piège était tendu. Je vis Marc dans le couloir. Il était là pour dire au revoir à l'équipe. Un geste pathétique de son ancienne importance. Il avait l'air terrible, avec des cernes sous les yeux. Il croisa mon regard, et pendant un instant, il sembla vouloir dire quelque chose. Mais il ne le fit pas. Il se contenta d'un faible signe de tête défait et s'éloigna. La présentation était prévue pour 14 heures. Le bureau entier tomba dans un silence étrange et suspendu. Personne ne travaillait. Tout le monde attendait. À 14h30, mon téléphone de bureau sonna. C'était l'assistante de Julien Moreau. Sarah. Élise, dit-elle. Sa voix vive et urgente. Monsieur Moreau a besoin que vous lui envoyiez par email le fichier nommé PMO, Finance Alternative immédiatement. Il en a besoin maintenant. J'eus le souffle coupé. Est-ce que tout va bien? Envoyez simplement le fichier. S'il vous plaît, dit-elle. Et elle raccrocha. Mes mains volèrent sur le clavier. Je trouvai le fichier. Mon plan B soigneusement construit. Le joignis à un email et cliquai sur envoyer. Ma part était faite. Maintenant, tout ce que je pouvais faire, c'était attendre et prier que mon pari ait fonctionné. Les heures passèrent. Le soleil commença à se coucher, projetant de longues ombres orangées sur le bureau. Les gens commencèrent à ranger leurs affaires. L'énergie nerveuse de la journée laissant place à une résignation lasse. Il n'y avait eu aucune nouvelle. Pas de nouvelles? C'est généralement de mauvaises nouvelles. Juste au moment où j'allais partir, mon téléphone vibra. C'était un numéro inconnu. J'hésitai. Puis répondis. Allô? Est-ce bien Élise Lefebvre? Demanda une voix d'homme. C'était une voix que je reconnaissais des articles de presse. C'était Antoine Mercier. J'étais si choquée que je ne pouvais pas parler. Je suppose que votre silence signifie oui. Continua-t-il. Sa voix dégoulinant d'un amusement condescendant. Je voulais juste appeler pour vous présenter mes condoléances. Ça doit être dur? De travailler si dur sur une offre perdante. Vos chiffres étaient bons. Je vous l'accorde. Très complet.
Mais juste pas tout à fait assez bon. Mon sang se glaça. Il se jouait de moi. Il savait qui j'étais. Que voulez-vous? Demandai-je. Ma voix à peine un murmure. Oh. Rien. Ricana-t-il. Je pensais juste que vous devriez savoir que le petit plan de votre entreprise a échoué. Ce changement de fichier de dernière minute. Très malin. Très théâtral. Mais nous y étions préparés. Nous avions nos propres plans d'urgence. Nous avons quand même gagné. Moreau est dehors. Mercier est dedans. Et vous? Eh bien? Vous êtes sans emploi. J'imagine. Passez le bonjour à votre pathétique ex-mari. Et dites à sa petite amie qu'elle aurait dû demander plus d'argent. Il raccrocha. Je restais là. Le téléphone à la main. La tonalité bourdonnant à mon oreille. J'avais échoué. Mon plan astucieux. Mon pari risqué. Tout cela n'avait servi à rien. Il l'avait vu venir. Il m'avait déjoué. Nous avions perdu. Non seulement je n'avais pas réussi à sauver l'entreprise, mais je m'étais probablement impliqué d'une manière ou d'une autre. Julien penserait que j'avais travaillé avec eux depuis le début. Je sortis du bureau en titubant. L'ambiance de célébration qui devait régner chez Mercier était une pilule amère à avaler. J'avais tout mis en jeu. Et j'avais tout perdu. Je pensais à Léa. À notre petit appartement. À la nouvelle vie fragile que j'avais essayé de construire. Tout était sur le point de s'effondrer. Chloé avait gagné. Elle avait eu sa vengeance. Et elle m'avait entraîné dans sa chute. La froide réalité de mon échec m'envahit. Et pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, je me sentis complètement et totalement vaincu. Je suis rentré chez moi en pilote automatique. La voix suffisante d'Antoine Mercier résonnant dans ma tête. Nous avons quand même gagné. Ces mots étaient une condamnation à mort. Je m'imaginais dans le bureau de Julien Moreau le lendemain matin. Non pas comme une employée appréciée, mais comme une suspecte. La femme qui avait accès aux 2 plans financiers. L'épouse séparée avec un mobile pour la vengeance. C'était un piège parfait. Chloé n'avait pas seulement vendu les données. Elle m'avait tout préparé pour que je porte le chapeau. Quand je suis entré dans mon appartement, l'air était lourd de l'odeur de l'échec. Léa dormait déjà. Son petit visage paisible dans la douce lueur de sa veilleuse. Je suis resté dans l'embrasure de sa porte, regardant la douce montée et descente de sa poitrine. Et une vague de désespoir si profonde m'a envahi que mes genoux ont faibli. Je m'étais battu si durement pour elle. Pour lui donner une vie stable. Et maintenant j'avais tout misé et tout perdu. J'allais perdre mon travail. Nous allions perdre notre maison. Nous devrions retourner à Valfleury avec rien d'autre que la honte. J'ai à peine dormi cette nuit-là. Mon esprit tourmenté par un diaporama incessant de mes erreurs. Le lendemain matin, je me suis habillée pour le travail comme une condamnée choisissant sa dernière tenue. J'ai choisi une simple robe gris foncé. Cela me semblait approprié pour un enterrement. Le mien. Je suis entrée au bureau en m'attendant à être accueillie par la sécurité. À ce qu'on me dise de faire mes cartons. Au lieu de cela, le bureau était étrangement calme. Un silence tendu et funèbre planant dans l'air. Les gens évitaient mon regard, chuchotant entre eux à mon passage. Ils savaient déjà. La nouvelle de la perte du contrat s'était répandue. Je me suis assise à mon bureau. Mon écran d'ordinateur noir. Et j'ai attendu. À 9h30, l'appel est venu. La voix de Sarah au téléphone était dépourvue de sa chaleur habituelle. Monsieur Moreau aimerait vous voir dans son bureau. Élise. C'était le moment. Je me suis levée. Mes jambes lourdes comme du plomb.
Et j'ai fait le long chemin jusqu'à la suite de la direction. Tout mon avenir allait se décider dans les 10 prochaines minutes. J'ai frappé à la lourde porte en chêne. Entrez. Appela la voix de Julien. J'ai poussé la porte et suis entré. Julien se tenait près de la fenêtre, regardant la ville. Tout comme la première fois que j'étais venu dans ce bureau. Mais aujourd'hui, sa posture était différente. Elle n'était pas détendue ou confiante. Elle était rigide. Il s'est tourné pour me faire face. Son expression était impossible à lire, un masque de professionnalisme froid. Linda, ma chef, était là aussi, assise dans l'un des fauteuils en cuir, le visage sombre. Élise, commença Julien. Sa voix plate. S'il vous plaît. Asseyez-vous. Je me suis assise, les mains crispées sur mes genoux. J'ai décidé que je ne chercherais pas d'excuses. Je lui dirais la vérité. Tout ce que j'avais vu. Tout ce que je soupçonnais. Il ne me croirait probablement pas. Mais je tomberais avec ma dignité intacte. Monsieur Moreau. Commencez-je. Ma voix étonnamment stable. Avant que vous ne disiez quoi que ce soit. Je dois vous dire quelque chose. Il a levé une main. M'arrêtant. D'abord, dit-il. Sa voix tranchant l'air comme du verre. Je voudrais vous présenter mes plus sincères félicitations. Je l'ai regardé fixement. Mon esprit incapable de traiter les mots. Félicitations? Était-ce une sorte de plaisanterie cruelle? Il a vu la confusion totale sur mon visage. Et pour la première fois, une lueur de quelque chose de l'amusement? Du soulagement? A percé sa façade stoïque. Un lent sourire s'est étendu sur son visage. Félicitations. Élise. A-t-il répété. Sa voix plus chaude maintenant. Pour avoir sauvé cette entreprise. La pièce semblait tourner. Linda souriait aussi. Un large sourire sincère. J'ai regardé son visage. Puis le sien. Complètement perdu. Je ne comprends pas. Balbutiai-je. Antoine Mercier. Il m'a appelé hier soir. Il a dit que nous avions perdu. Il a dit qu'il avait gagné. Julien a ri. Un son profond et riche qui a rempli la pièce. Oh. Antoine a gagné? C'est sûr. Il a gagné exactement ce que nous voulions qu'il gagne. Il a gagné le droit de construire un projet de plusieurs millions d'euros sur un site qui est truffé d'instabilité géologique et qui nécessitera 50 millions d'euros supplémentaires en travaux de fondation qui n'étaient pas dans notre proposition originale. Il s'est approché de son bureau et a pris un rapport épais et relié. Il l'a jeté sur la table basse devant moi. Le titre disait « Rapport d'études géotechniques, secteur 7 de la place du marché ouest ». Ce rapport est arrivé il y a 2 jours, a expliqué Julien. Notre équipe d'études a trouvé un problème important avec le sous-sol dans la zone de construction principale. Il est instable. Construire un gratte-ciel dessus serait catastrophique sans un renforcement extensif et prohibitif. Le projet, tel qu'il a été conçu à l'origine, est un gouffre financier. J'ai regardé le rapport, puis lui. Mon esprit s'emballait, essayant de rattraper son retard. Alors, les données que Chloé a volées. Les données qu'elle a volées étaient notre plan original. Optimiste. Basé sur les premières études. A-t-il dit. Un plan que, depuis 2 jours, nous savions être complètement irréalisable. Quand Antoine Mercier a présenté son offre hier, il a présenté une version modifiée de notre plan défectueux. Il était si confiant, si arrogant, qu'il n'a même pas pris la peine de faire sa propre étude géotechnique approfondie. Il est tombé droit dans le piège. Mais qu'en est-il du plan B?
demandai-je. Ma voix un murmure. Le fichier que vous m'avez fait envoyer? Ça, dit Julien. Un regard d'admiration sincère dans les yeux. C'était le coup de maître. Quand Mercier a présenté ses chiffres, ils étaient, comme prévu, juste légèrement inférieurs aux chiffres de notre plan à voler. C'est là que j'ai su avec certitude qu'il avait nos données. Alors, je me suis levée. Et j'ai dit à l'autorité de développement qu'en raison d'un examen interne de dernière minute, nous avions une proposition révisée. Ensuite, j'ai présenté votre plan B. Linda est intervenue. Votre plan B était brillant. Élise. Il était conservateur, sûr et financièrement solide. Il n'avait pas les marges bénéficiaires tapa accent grave l'œil de la proposition de Mercier. Mais il était honnête. C'était un plan construit sur la réalité, pas sur le fantasme. L'autorité a été impressionnée par notre transparence et notre responsabilité fiscale, a poursuivi Julien. Ils ont vu l'offre de Mercier pour ce qu'elle était, imprudente et surendettée. Ensuite, je leur ai montré le rapport géotechnique. Fin de la partie. Ils nous ont attribué le contrat. Pas le contrat original, mais un contrat révisé, basé sur votre plan B plus réaliste, avec un budget supplémentaire pour couvrir les travaux de fondation. Le groupe Mercier est maintenant légalement obligé de procéder avec son offre gagnante sur un projet qui les mettra presque certainement en faillite. Le poids de tout cela m'a finalement frappé. L'appel téléphonique d'Antoine. Les railleries suffisantes. Tout cela n'avait été qu'un bluff. Il avait perdu, de manière catastrophique. Et son dernier acte mesquin était d'essayer de briser mon moral avant que la vérité n'éclate. Alors la petite erreur que j'ai mise dans la feuille de calcul, commençai-je. Point était une belle touche. Termina Julien en souriant. Cela a fait croire à Mercier qu'il avait un avantage encore plus grand qu'il ne l'avait. Ce qui l'a rendu encore plus arrogant. Il n'a jamais vu le vrai piège avant qu'il ne se soit refermé. Je me suis penché en arrière dans le fauteuil. Une vague de soulagement si puissante qu'elle m'a presque donné le vertige. Je n'avais pas échoué. J'avais gagné. Nous avions gagné. Comment avez-vous su? Lui demandai-je. Comment avez-vous su me faire confiance? Je ne le savais pas. Pas complètement, a-t-il admis. Mais vous êtes venu à moi avec de la logique? Pas seulement des accusations. Et plus important encore, j'ai fait vérifier les journaux de sécurité du bureau par Franck. Il montrait Marc accédant au fichier du projet depuis l'ordinateur de Franck tard dans la nuit. Quelques heures avant qu'il ne prétende être là pour récupérer des fichiers personnels. Ensuite, les images de sécurité de son immeuble montraient la voiture d'Antoine Mercier arrivant tard cette même nuit. Vous ne m'avez pas seulement donné une théorie, Élise. Vous m'avez donné une piste. Et tout menait à la vérité. Il se pencha en avant. Son expression sérieuse maintenant. Ce qui nous amène à la question de votre mari. Il a tout avoué ce matin. Chloé a conçu tout le plan. Elle l'a convaincu que je l'avais rétrogradé injustement. Que l'entreprise l'avait trahi. Et que c'était son seul moyen d'obtenir justice. Et d'obtenir assez d'argent pour lui donner la vie qu'elle méritait. C'était un imbécile. Et il était un pion. Mais il était aussi un conspirateur. J'ai mis fin à son contrat. Avec effet immédiat. L'entreprise est prête à porter plainte pour espionnage industriel. Marc. Renvoyé. Faisant face à des accusations. Mon cœur ressentit une pointe de quelque chose. Une douleur triste et lointaine pour l'homme qu'il avait été. Mais il avait fait son choix. Et Chloé? Demandai-je. Un regard froid et dur apparut dans les yeux de Julien. Madame Lambert découvrira bientôt que se faire un ennemi de mon entreprise a des conséquences.
Notre équipe juridique est très minutieuse. J'imagine que sa vie est sur le point de devenir très compliquée. Il se leva, signalant la fin de la réunion. Élise. Votre vivacité d'esprit et votre courage ont sauvé ce projet. Et probablement cette entreprise. Vous vous êtes révélé être un atout inestimable. Linda vous a recommandé pour une promotion. Responsable de la comptabilité projet. Le poste est à vous. Si vous le voulez. J'étais sans voix. Responsable d'un service. Il y a quelques semaines à peine. J'étais une mère désespérée avec 100 € à mon nom. Maintenant. Oui. Dis-je. Ma voix claire et forte. Je le veux. Bien. Dit-il en tendant la main. Je la serrai. Sa poignée était ferme. Ses yeux rencontrant les miens. Ce n'était pas une poignée de main entre un patron et une employée. C'était une poignée de main entre égaux. Entre survivants. Je suis sortie de ce bureau non pas comme une victime. Non pas comme une épouse bafouée. Mais comme une vainqueur. J'avais affronté mes ennemis. Et j'avais gagné selon mes propres termes. La bataille était terminée. Le royaume était sauf. Et alors que je retournais à mon bureau, les chuchotements qui me suivaient n'étaient plus des ragots et de la pitié. Ils étaient empreints d'admiration et de respect. Les jours qui suivirent furent un tourbillon. La nouvelle de la victoire du groupe Moreau et de l'implosion subséquente de l'offre du groupe Mercier devint le sujet de conversation du monde des affaires de Lyon. Antoine Mercier, humilié et confronté à la ruine financière, disparut de la scène publique. L'action de son entreprise chuta. Il avait tout misé sur une main volée, sans jamais réaliser que les dés étaient pipés. La tempête juridique qui s'abattit sur Chloé Lambert fut rapide et sans pitié. Les avocats du groupe Moreau descendirent avec toute la force de la loi. Ils intentèrent une action civile contre elle pour conspiration et interférence délictuelle, réclamant des dommages-intérêts bien supérieurs à tout ce qu'elle pourrait jamais espérer payer. Ses comptes bancaires furent gelés. Les médias s'emparèrent de l'histoire, la dépeignant comme une veuve noire, manipulatrice qui avait séduit un homme faible pour le pousser à trahir son entreprise. Son monde de victimisation soigneusement construit fut publiquement et brutalement démantelé. La dernière chose que j'ai entendue, c'est qu'elle avait vendu ses vêtements et sacs à main de marque pour payer ses frais d'avocat et était retournée vivre chez ses parents dans une autre région. Sa réputation en lambeaux. Le sort de Marc fut plus triste. Et d'une certaine manière, plus pathétique. Confronté à la menace de poursuite pénale et abandonné par la femme pour laquelle il avait tout sacrifié, il s'effondra complètement. Il accepta une négociation de peine. En échange de sa pleine coopération et de son témoignage contre Chloé, l'entreprise accepta de ne pas porter plainte. Il perdit sa carrière, sa réputation et sa retraite. Il était un paria dans l'industrie à laquelle il avait consacré sa vie. Il m'appela une fois. Quelques semaines après que tout soit terminé. Sa voix était creuse. Un fantôme de ce qu'elle avait été. Élise, dit-il. Sa voix se brisant. Je voulais juste dire. Je suis désolé. Je sais. Marc, dis-je. Et pour la première fois, je ne ressentis aucune colère. Seulement une tristesse profonde et lasse. L'homme que j'avais aimé avait bel et bien disparu, remplacé par cet étranger brisé. J'ai été un imbécile, murmura-t-il. Elle m'a fait croire que j'étais un héros, que je la sauvais. Mais ce n'était pas le cas. J'étais juste un outil. Et j'ai jeté la seule chose qui ait jamais été réelle. Toi et Léa. Oui. Tu l'as fait. Dis-je. Sans méchanceté. C'était simplement la vérité.
Est-ce que je peux? Est-ce que je peux la voir? Demanda-t-il. Sa voix suppliante. Léa. Je veux voir ma fille. Je réfléchis un long moment. Mon instinct protecteur criait non. Mais ensuite, je pensais à Léa. Elle méritait d'avoir un père. Même un père imparfait et brisé. Il avait fait de terribles erreurs. Mais il faisait toujours partie d'elle. Tu peux la voir? Dis-je finalement. Les week-ends. Nous nous arrangerons. Mais Marc. Ce ne sera plus jamais comme avant. Tu dois comprendre ça. Je sais. Dit-il. Sa voix épaisse de larmes non versées. Merci. Élise. Pour tout. Il trouva un travail pour un petit entrepreneur local en Auvergne. Non loin de Valfleury. Il faisait du travail manuel. Maniant un marteau au lieu de gérer un budget. C'était une pénitence humiliante et punitive. Il voyait Léa un week-end sur 2. Il était calme et triste. Mais il était toujours doux avec elle. Il essayait, à sa manière brisée, d'être à nouveau un père. Je ne savais pas si je pourrais jamais lui pardonner. Mais pour le bien de Léa, j'étais prête à le laisser essayer de regagner une petite partie de ce qu'il avait jeté. Ma propre vie. Pendant ce temps, s'épanouissait d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. J'excellais dans mon nouveau rôle de responsable de la comptabilité projet. Le travail était exigeant. Mais je m'épanouissais dans le défi. J'ai acheté une petite maison de ville dans un quartier calme avec un petit jardin où Léa et moi pouvions planter un potager. Ce n'était pas le grand terrain de Valfleury. Mais c'était à nous. Nous l'avons rempli de plants de tomates et de basilic. Un petit bout de notre ancienne vie transplantée dans la nouvelle. Je suis devenue une femme différente. L'épouse timide et confiante des montagnes avait disparu. Forgée en quelqu'un de plus fort dans les feux de la trahison et de l'adversité. J'étais confiante. Respectée et autonome. J'étais heureuse. Julien et moi avons développé une relation basée sur le respect mutuel. Il est devenu un mentor. Puis un ami. Il était lui-même un père divorcé. Et lui et son fils, Alex, se joignaient souvent à Léa et moi pour des sorties au parc ou au musée des sciences le week-end. J'ai vu une facette différente de lui en dehors du bureau, un père gentil et attentif. Un homme à l'esprit vif et d'une chaleur surprenante sous son extérieur stoïque. Il n'y eut pas de déclaration d'amour dramatique. C'était une évolution lente et tranquille. C'était dans la facilité avec laquelle nous parlions pendant des heures autour d'un café. C'était dans la façon dont il me regardait à travers une pièce bondée. Un regard de simple et profonde appréciation. C'était dans le silence confortable qui pouvait s'installer entre nous. Un silence qui n'était pas vide, mais plein de compréhension. Un soir d'automne frais, environ 1 an après la guerre des offres, Julien nous a invités, Léa et moi, à dîner chez lui. Nous étions assis sur sa terrasse, regardant le coucher de soleil peindre le ciel de nuances d'orange et de pourpre. Nos enfants couraient après les lucioles sur la pelouse, leur rire se mêlant au chant des grillons. « Tu as l'air heureuse, Élise ?» dit-il. Sa voix douce. J'ai regardé Léa. Son visage illuminé de joie alors qu'elle courait dans l'herbe. Son plâtre rose disparu depuis longtemps. J'ai regardé la belle maison autour de moi. Le crépuscule paisible. L'homme bienveillant assis à côté de moi. Et j'ai réalisé que c'était vrai. Je le suis. Dis-je. Un sourire sincère se dessinant sur mon visage. Je n'aurais jamais pensé que je le serais. Pas comme ça. Mais je le suis. Il a tendu la main et a doucement pris la mienne. Son contact était chaud. Stable. Ce n'était pas un geste de passion, mais de partenariat. De paix.
Tu le mérites, a-t-il dit. Tu t'es battu pour ça. J'ai repensé à la femme que j'étais. Debout dans ce jardin boueux de Valfleury. Son monde si petit et son cœur si plein d'un amour naïf et aveugle. J'avais perdu ce monde, et cette perte m'avait presque détruite. Mais à sa place, j'avais construit quelque chose de nouveau. Quelque chose de plus fort. Quelque chose de réel. J'avais trouvé ma propre force. Ma propre voix. Ma propre valeur. La bataille avait été longue et brutale. Les blessures profondes. Mais elles avaient guéri en cicatrices qui me rappelaient non pas la douleur que j'avais endurée, mais la force que j'avais découverte. Mon histoire n'était pas un conte de fées. C'était un témoignage. Un témoignage du fait que parfois, les plus beaux jardins poussent sur la terre la plus brûlée. Et alors que la main de Julien se resserrait autour de la mienne, et que le son du rire de ma fille emplissait l'air, je sus, avec une certitude qui s'installa au plus profond de mon âme, que j'étais enfin, véritablement, chez moi.